première de 3 heures avec Donald de Montréal sur le sujet de la sexualité. Première question, comme il va de soi, nous définir ce qu'est la sexualité. D'abord, il faut que l'homme comprenne éventuellement que la sexualité, c'est une énergie qui est contrôlée par le double de l'homme. Quand je dis que la sexualité, c'est une énergie qui est contrôlée par le double de l'homme, je dis que la sexualité, c'est une énergie qui peut être totalement contrôlée par le double de l'homme, à l'insu de l'ego. Ceci veut dire que sur la Terre aujourd'hui, dans le monde, il y a énormément d'hommes et de femmes qui souffrent de leur sexualité psychologiquement parce qu'ils ne savent pas, ne comprennent pas que leur sexualité est sous le contrôle du double. Et que le double se sert de la sexualité, autrement dit de cette énergie qui est très très importante pour l'homme astralement, soit pour ajuster son corps astral, soit pour ajuster son corps mental, ou soit pour lui faire vivre certaines expériences qui relèvent d'une mémoire karmique qui doit être épurée dans la vie présente. L'homme a l'impression que sa sexualité est sous le contrôle de son ego. Et cette impression, elle est exactement la même que l'homme possède de son libre arbitre. L'homme a l'impression qu'il y a un libre arbitre. C'est quand il se conscientise qu'il s'aperçoit que le libre arbitre est une illusion et qu'il va vers une autre conscience où il connaît la liberté réelle. Et au niveau de la sexualité, c'est la même chose. L'homme a l'impression que sa sexualité, c'est sous le contrôle de son ego. Et tant qu'il vit cette impression ou cette illusion, il peut, dans certains cas, souffrir dans sa sexualité. Parce qu'il ne pourra pas la vivre comme les hommes dans l'humanité ambiante la vivent, eux. Donc, lui se culpabilisera, développera des complexes d'infériorité, vivra différents états de solitude, de tristesse, ainsi de suite. Le problème fondamental de la sexualité dans notre humanité aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir reconnaître que la sexualité n'est pas aussi importante qu'on le laisse savoir. L'importance qu'on donne dans le monde à la sexualité, c'est à cause de l'insécurité psychologique de l'ego. Et l'homme est beaucoup plus insécure dans sa sexualité que la femme, parce que c'est lui qui déjà l'apporte. Donc, si elle lui est retenue, pour quelque raison que ce soit, ne comprenant pas et n'étant pas conscient des mécanismes derrière la façade, lui, il en souffre et automatiquement, sa vie psychologique, égoïque, égocentrique en souffre. La sexualité, dans le passé de l'humanité, a été extrêmement contrôlée par les formes morales, les formes de religion, les formes de philosophie. Parce que c'était nécessaire avant que l'homme devienne conscient. Autrement dit, avant que l'homme soit dans son intelligence, qu'il soit guidé dans son activité sexuelle. Sinon, son activité sexuelle aurait été trop sous l'influence de son corps de désir. Donc, étant puissante, cette activité sexuelle-là, il y aurait eu dans la société un déséquilibre énorme. Si on prend le problème de la sexualité dans l'évolution, dans le passé, et on le regarde en fonction de l'avenir, il change complètement. La sexualité dans l'avenir de l'humanité sera vécue différemment qu'elle l'était dans le passé, parce que dans l'avenir de l'humanité, l'homme, l'individu, aura découvert son identité. Donc, il vivra sa sexualité en fonction de l'énergie du double qui passe à travers ses centres et qui lui fait vivre sa sexualité, mais non pas psychologiquement. L'homme ne vivra plus sa sexualité psychologiquement, il la vivra simplement sur le plan de l'énergie, simplement en tant qu'expérience vibratoire.
Donc, il sera totalement libre d'une certaine subjectivité qui est à la base des tabous vis-à-vis cette expérience-là. Si on prend l'homme comme étant un canal, autrement dit, un être qui est fait de plusieurs plans, mental, astral, vital, physique, et qu'on regarde l'énergie qui descend dans ces plans-là, cette énergie-là allume les atomes centrales de ces plans-là. Donc, cette énergie-là, quand elle passe au niveau du mental, elle rend l'homme intelligent. Quand elle passe au niveau du plan astral, elle lui donne une certaine émotion, une certaine sensibilité. Quand elle descend au niveau des plans inférieurs, elle lui donne une sexualité. Donc, la sexualité, dans le fond, c'est l'expression dans la matière de l'intelligence pour le bénéfice de l'homme, pour balancer ses vibrations et aussi pour le phénomène de la procréation. Mais l'homme ne le voit pas comme ça. L'homme, il voit la sexualité comme une expérience vitale dans sa vie qui, si elle n'est pas vécue, le désenchante complètement, à moins qu'il fasse des vœux de chasteté. Mais l'homme devrait voir la sexualité comme étant la continuation dans son système psychique de cette énergie-là, qui est infinie, et qui se manifeste sur un plan inférieur pour ce qu'elle doit faire. Mais il doit la vivre en dehors de la problématique psychologique de sa sexualité. Il doit le vivre en dehors de toute sa subjectivité pour la vivre d'une façon pleine, d'une façon intelligente, d'une façon qui convient raisonnablement à son état énergétique, au lieu de la vivre d'une façon totalement astrale ou totalement, entre parenthèses, animale, mais sans intelligence. Pour que l'homme vive sa sexualité d'une façon normale, il faut qu'il la vive en conscience, c'est-à-dire qu'il faut qu'il en comprenne la progression. Il faut qu'il en comprenne le lien avec son énergie indifférenciée. Il faut qu'il en réalise l'intelligence. S'il en réalisait l'intelligence, à ce moment-là, il ne ferait pas interférence avec cette énergie-là. Il n'essaierait pas de se l'accaparer, donc il n'aurait pas sur la Terre de problème de surpopulation. Les problèmes de surpopulation qui existent sur le globe relèvent du fait que l'homme est incapable de vivre sa sexualité d'une façon intelligente. Il la vit simplement d'une façon astrale et animale, au lieu de la vivre d'une façon intelligente et animale en même temps. Mais c'est difficile pour l'homme de réaliser qu'il puisse vivre sa sexualité d'une façon intelligente et animale en même temps parce que l'animal, pour lui, est déjà tabou. L'homme n'est pas capable de se concevoir animalement, parce que se concevoir animalement déjà implique chez lui une valeur. Lorsqu'en fait la condition animale de la sexualité est simplement le produit de l'activation sur un plan inférieur d'une énergie qui est cosmique et à l'intérieur de laquelle il n'y a aucune forme, à l'intérieur de laquelle il n'y a aucune psychologie, et à l'intérieur de laquelle il n'y a simplement qu'un échange d'énergie entre un plan supérieur et un plan inférieur. Donc, la sexualité, c'est comme manger. Seulement, c'est manger une autre nourriture. C'est balancer un autre centre d'énergie. La sexualité, c'est terminal. L'énergie qui descend des plans supérieurs vers l'homme, elle ne peut pas toujours rester dans le mental. Elle ne peut pas toujours rester sur le plan émotionnel. Il faut qu'elle descende, il faut qu'elle se canalise. Si elle ne se canalise pas dans la sexualité le jour, elle se canalisera dans la sexualité la nuit. Mais il faut qu'elle se canalise, cette énergie-là, pour retourner à l'énergie indifférenciée. Mais l'homme, in the meantime, lui, pendant qu'elle se canalise, cette énergie-là, il fait du chanting. Il va en prendre un petit peu plus. Il veut en avoir un petit peu plus parce que cette énergie-là relève du pouvoir de l'infinité de l'énergie. L'homme vit un peu de l'infinité de sa conscience dans la sexualité. C'est pour ça qu'elle est si puissante. Ça ne dure pas longtemps, heureusement, parce qu'il y a une crise cardiaque. D'ailleurs, il y en a qui l'ont, la crise cardiaque. Alors, cette énergie-là, il faut qu'elle soit vécue, et elle est vécue dans son infinité, et ensuite, elle cesse. Mais l'homme, lui, il veut qu'elle continue. Puis il veut qu'elle continue. Puis c'est jamais assez long pour lui. Puis il n'a jamais assez pour lui. S'il pour en vivre 24 heures par jour, pas y travailler, il le fera. Parce que cette énergie-là est tellement forte qu'elle représente pour lui l'aspect ultime de la joie de son corps matériel.
et de son corps astral. Mais il ne réalise pas aussi qu'il doit vivre dans l'harmonie de son corps mental, de son corps astral et de son corps matériel. Donc, l'homme aujourd'hui, l'homme de l'involution, ne vit pas sa sexualité consciemment, il la vit inconsciemment, et de cette inconscience naissent toutes les conséquences de la sexualité qui est vécue à toutes les sauces dans le monde et qui crée les problèmes psychologiques que nous reconnaissons. Parce qu'il faut reconnaître que l'homme vit par comparaison sur la Terre, tant qu'il n'est pas centrique. Fait qu'imagine-toi, genre, si tu travailles dans un bureau, puis tu as un gars là, qui est beau, puis c'est un vrai James Bond, puis des guidons, il y en a quand tu veux, puis toi, tu en as quand tu peux, c'est évident que ça crée un problème psychologique, parce que tu vas te comparer. Mais l'homme, lui, qui l'a quand il peut, il ne réalise pas que celui qui l'a quand il veut, il est pogné avec les mêmes problèmes. D'autres problèmes. C'est comme le gars riche. Le gars riche a ses problèmes, puis le gars pauvre a ses problèmes. Il s'agit pour l'homme de ne pas d'être ni pauvre, ni riche, mais d'être intelligent. Fait qu'à ce moment-là, le James Bond intelligent, mais il vivrait sa sexualité d'une façon consciente. Le type qui l'a quand il peut, il la vivrait d'une façon consciente, mais il ne souffrira pas de l'avoir quand il peut. Quand il l'aura, il l'aura. Puis l'autre qui l'a souvent, il l'aura souvent. Puis il y aura une harmonie. Et c'est ça qui manque chez l'homme. Parce qu'on vit par comparaison. Et aujourd'hui, le phénomène de comparaison est tellement vaste dans la société que des femmes à la télévision que c'est des vraies déesses, toi, t'es toute croche. Tu sais. Des gars que c'est des vraies beautés, puis toi, t'es 5 pieds 2. Fait que l'homme vit dans un état psychologique qui est tellement déformatoire qu'il n'est pas capable de réaliser que sa sexualité, c'est pour lui, en convenance avec lui, selon les lois d'énergie de son double. Pour comprendre ça, il faut qu'il soit en communication télépathique avec son double. À ce moment-là, la sexualité n'est plus importante psychologiquement, elle devient importante vibratoirement et l'homme ne vit plus les tabous, ne vit plus les inquiétudes, les tristesses et les solitudes qui viennent avec une sexualité mal vécue. Y a-t-il une relation à faire avec cette énergie qui passe dans les différents plans de l'être humain et l'intelligence de l'être humain ou ses fonctions cérébrales? On dit souvent que les gens ont eu des sexualités non raisonnables, mais ce sont eux qui étaient les grands peintres, les grands poètes, les grands écrivains. Les grands peintres ont eu des sexualités non raisonnables parce que les grands peintres étaient des gens qui vivaient énormément au niveau de l'astral. Et dans leur astralité, ils convenaient. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la sexualité d'un autre point de vue. Si l'homme pouvait sortir de son corps matériel et aller sur des plans, l'homme découvrirait que l'énergie de la forme de la sexualité, la forme, je ne parle pas de l'énergie de la sexualité, je parle de la forme, elle est créée de toutes pièces sur des plans pour l'activité sexuelle de l'homme. Autrement dit, sur les plans, il y a des êtres dont la fonction est de créer de l'imagination pour que l'homme puisse se servir de cette imagination créée pour qu'il y ait chez lui une sexualité. Donc, c'est pour ça que souvent des gens qui ont énormément d'imagination, qui sont très astrales, qui sont en communication intuitive avec ces plans-là, vivent une sexualité très abondante parce que dans la sexualité, il y a deux courants d'énergie. Il y a un courant d'énergie qui lie l'homme à la terre. Il y a un courant d'énergie qui lie l'homme à l'esprit. Et chez les peintres, chez les artistes, le courant d'énergie qui lie l'homme à la terre est plus fort que le courant d'énergie qui lie l'homme à l'esprit. Donc, ces peintres-là sont obligés de vivre une très intense sexualité afin de refouler en eux le trop-plein d'imagination. Sans ça, les gars, ces hommes-là perdraient la boule, ils perdraient l'esprit. Un grand peintre, ces grands artistes-là vivent tellement au niveau de l'imagination qu'il faut absolument que cette énergie-là soit canalisée sur un plan inférieur. Donc, ils vivent une très grande ou une active sexualité. Et ça, c'est devenu un mythe. C'est devenu un mythe tellement puissant que si vous regardez souvent dans les romans ou les téléromans, vous allez voir qu'il y a des femmes riches dans le monde qui vont aller se taper un peintre quelque part à Capri. Pour le week-end. Parce que ça fait partie de la mythologie sexuelle. On est des êtres qui vivent de mythologie. On vit d'histoire. Et si on ne peut pas, nous autres, vivre notre histoire comme le peintre la vit, automatiquement, on est désenchanté. Donc, on fait des efforts.
Et c'est ça qui amène éventuellement l'humanité à la pornographie, à des films, des X-rated films, pour essayer de faire vibrer cette imagination-là. Mais il y a un problème, c'est qu'on paye le prix. Parce qu'un homme qui fait trop vibrer son imagination va toujours se culpabiliser de le faire. Ça, c'est comme le petit gars qui fume du pot. Le petit gars qui fume du pot, il a beau dire que c'est au bout, son pote, mais en arrière de lui, dans le fond du même, il y a une petite crotte. Tu sais? Il y a une petite crotte. Il a beau chercher l'illumination avec le pote, mais il ne trouve pas l'illumination avec le pote. Ça ne mène pas à l'illumination du pote. Donc, il y a toujours une petite crotte qui reste, il y a toujours une petite tristesse. Alors, les gens qui investissent trop dans la sexualité, pour quelque raison que ce soit, vivent toujours une petite tristesse parce qu'ils ne sont pas capables de faire la connexion entre leur intelligence et leur sexualité. Donc, ils sont obligés de la vivre au niveau astral et automatiquement, ils ouvrent, s'ils vont très loin là-dedans, ils ouvrent des centres d'énergie dans l'astral qui peuvent être très, très forts et éventuellement, leur vie n'a plus de sens si elle n'a pas de sexualité. Je comprends que la vie n'ait pas de sens chez un être humain s'il n'y a pas de sexualité, s'il devrait en avoir. Si un être humain considère qu'il devrait avoir une sexualité comme tout le monde, si un être humain considère que la sexualité c'est beau, ça fait partie de la vie, ainsi de suite, si ça lui est retenu, cette sexualité-là, par les forces en lui, c'est normal que l'être humain se rebelle contre cette situation, mais il faut déjà être conscient du mécanisme. Puis éventuellement, s'il se rebelle de cette situation, il décrochera tellement d'énergie qu'éventuellement, sa sexualité reviendra. Mais il y aura eu un changement au niveau de sa sexualité, au niveau de la psychologie de sa sexualité. Le problème avec la sexualité, c'est que les gens sont prisonniers psychologiquement de leur sexualité et il n'y a rien là. Mais il y a beaucoup là parce que justement, les gens sont prisonniers de ceci. En dehors de la sexualité aberrante des artistes, il y a l'autre aspect, c'est la non-sexualité de ceux qu'on dit élevés dans la spiritualité, atteindre à de plus hautes dimensions. Bon, c'est la même chose, c'est la situation totalement opposée. Il y a des gens qui ne vivent plus de sexualité parce qu'ils ont ils ont vécu des expériences astrales où l'énergie sexuelle n'est pas l'énergie de fond. Donc, ils sont sur des plans supérieurs et au lieu d'être nourris sexuellement, ils sont nourris par la sexualité. Autrement dit, la sexualité, c'est... par la spiritualité. La sexualité, c'est l'opposé de la spiritualité. C'est la polarité. Alors, si tu as bien du sexe, tu ne peux pas être bien spirituel. Puis si tu es bien spirituel, tu ne peux pas avoir bien du sexe. Puis la situation ultime, c'est d'avoir bien du sexe puis pas être spirituel pantoute. Ou être bien spirituel puis pas avoir de sexe pantoute, ou pas avoir les deux, ou avoir les deux en même temps, mais transmuter. Et c'est la dernière partie de ce que je dis qui compte. Un jour, la sexualité de l'homme doit être transmutée, la spiritualité de l'homme transmutée. Quand la sexualité et la spiritualité seront transmutées, l'homme aura une spiritualité normale, c'est-à-dire qu'il sera intelligent, puis il aura une sexualité normale, c'est-à-dire qu'il aura une sexualité consciente. Automatiquement, dans l'homme nouveau, il y aura transmutation de son sens sexuel, comme il y aura transmutation de son corps astral, pour qu'il puisse vivre l'énergie cosmique au niveau des plans supérieurs, mais au-delà de l'astral, et vivre cette énergie-là au niveau de sa sexualité, mais au-delà de sa psychologie antérieure. Il faut qu'il y ait transmutation. Tant qu'il n'y aura pas de transmutation, l'homme sera soit très sexuel ou il sera soit très spirituel. Donc, dans les deux cas, il manquera de quelque chose. Et qu'est-ce que c'est qui manquera? Ce sera de l'équilibre. Avant cette transmutation, il y a quand même, depuis les époques passées, une évolution. Autrefois, la sexualité était extrêmement taboue, avec la libération des mœurs, dit-on, et l'éducation sexuelle qui se fait maintenant dans les écoles, ou qui devrait se faire dans les écoles. L'être humain est donc de plus en plus conscient de cette énergie, de ses valeurs en sexualité. Comment, Bernard de Montréal, voyez-vous que doit prendre cette fonction de l'éducation de la sexualité? Ce qui se passe au niveau de l'éducation dans le domaine de la sexualité aujourd'hui,
ça fait partie de l'évolution psychologique de l'homme, ça fait partie de l'évolution psychologique de l'humanité. Il vient à un certain point, le gouvernement a réalisé qu'il y avait des lacunes dans l'éducation sexuelle. Le gouvernement a réalisé qu'il y a des parents qui ne sont pas capables de parler de sexualité à leurs enfants. Ils sont gelés. Il y a des mères qui sont trop gênées, il y a des pères qui sont trop gênés, ça ne se parle pas. Donc, le gouvernement était obligé de commencer des programmes d'éducation sexuelle pour les enfants. Mais ça, c'est une situation qui est conditionnelle. Elle existe, cette situation-là, parce que les parents n'ont pas pris leur job en main. Si les parents avaient pris leur job en main, puis quand je parle des parents, je parle universellement parlant, si les parents prenaient ce travail d'éducation en main pour leurs enfants, les enfants n'auraient pas à étudier la sexualité à l'école et à subir possiblement des divagations dans l'approche sexuelle. Parce que c'est évident que si le gouvernement fait des efforts concrets, sérieux, pour éduquer les masses au niveau sexuel, c'est évident que les individus dans ces écoles-là ou dans ces organismes-là qui vont enseigner la sexualité, ils ont différents points de vue. Donc, ça peut créer des problèmes parce qu'il y a des points de vue qui vont convenir à l'individu, mais qui ne conviendront pas aux parents. Et les enfants sont beaucoup plus près des parents qu'ils ne peuvent jamais l'être des individus qui, avec bonne intention, à l'école, essaient d'enseigner la sexualité. Donc, l'éducation sexuelle dans les écoles, c'est un moindre bien. C'est un moindre bien pour un plus grand bien. Mais c'est expérimental. Et ça ne produira jamais les fruits que veulent sérieusement les gouvernements que ça produise. Parce qu'il y a trop d'éléments dans la sexualité, dans le caractère de l'enfant, sa capacité d'absorber le matériel sexuel, qui relèvent d'une configuration psychologique qui naît d'une émotivité quelconque, qui peut être bien mesurée en relation avec son père ou en relation avec sa mère. Qu'un professeur à l'école, avec les meilleures intentions au monde, avec tous les doctorats au monde, il y a des gars qui enseignent la sexualité à l'école qui ont des doctorats en sexualité, puis eux autres sont totalement sans sexualité, ou ça marche croche. Leur sexualité, ils ne la vivent pas comme ils voudraient la vivre, mais ils sont capables de bien l'enseigner parce que l'esprit est au-dessus des problèmes psychologiques de l'homme. Donc, il y a des gens qui sont capables de bien enseigner la sexualité, mais ils ne sont pas capables de la vivre. Et ça crée une tension chez eux, ainsi de suite. Donc, toute l'éducation de la sexualité en souffre. Est-ce qu'on pourrait faire une distinction entre la génitalité et la sexualité? La génitalité étant le phénomène de reproduction, en dehors de toute émotionnalité, de toute psychologie humaine. C'est un mécanisme biologique qu'on pourrait expliquer. Et la sexualité qui met en cause, justement... La sexualité, c'est l'aspect psychologique de la génitalité. Et la génitalité, c'est le produit brut de la force, de l'énergie chez l'homme. Et il faut qu'il y ait une synthèse des deux. Il faut qu'un parent puisse expliquer la génitalité naissante chez un enfant. Mais ça, il prend une certaine psychologie. Donc, il faut qu'il ait une certaine conscience, une certaine compréhension de sa propre psychologie. Sans ça, cet enfant-là va passer à côté, puis il va être obligé d'aller à l'école ou dans le cours de l'école aller le chercher. Il faut qu'il y ait une synthèse entre la génitalité, c'est biologique, la sexualité, c'est psychologique. Et il faut que les deux viennent ensemble. Puis quand les deux viendront ensemble, les gens vivront bien cette énergie-là qu'on appelle l'énergie sexuelle. Pourquoi est-elle différente chez l'homme et chez la femme? Elle est différente chez l'homme et chez la femme parce que l'homme a une génitalité qui lui est imposée de l'intérieur, tandis que la femme a une génitalité qui lui est imposée de l'homme. Donc, la sexualité chez la femme recouvre des éléments qui souvent sont perturbés dans le rapport entre l'homme et la femme. Il y a des hommes qui sont tellement inconscients dans leur sexualité que la femme en souffre. Ils n'ont pas la délicatesse qu'ils se devraient envers la femme. Et il y a des femmes, à cause, pour toutes sortes de raisons, sont gênées, ils ont peur de faire fâcher leur mari, ou pour quelque raison que ce soit. Il y en a des milliards de raisons. Il y a des femmes qui subissent ça pendant des années de temps. Et une femme qui subit la sexualité d'un homme pendant des années de temps, éventuellement, elle perd le goût à la sexualité. Donc, elle n'a plus le plaisir de sa sexualité. Puis si elle a une chance de s'en passer, elle s'en passerait de sa sexualité. Ou si elle a une chance d'aller la chercher dans un autre contexte où elle le vit d'une façon plus harmonieuse, elle le fera. La femme est abusée dans sa sexualité parce que les hommes sont très, très génitales dans leur sexualité. La femme est beaucoup plus psychologique dans sa sexualité que l'homme.
Vous avez parlé qu'on n'en aura plus le goût. On dirait que la sexualité va de pair avec un appétit sexuel, et on parle souvent de l'appétit sexuel. Comment développer son appétit sexuel? On n'a pas à développer l'appétit sexuel. L'appétit sexuel est toujours là, seulement qu'il est couvert par des conditions qui l'empêchent de le faire vibrer. Bon, je vous donne un exemple bien ridicule, là. Moi, je rencontre beaucoup de gens dans ma vie, puis des fois, j'ai des femmes qui me disent « Ah, mon mari, dernièrement, il est beau. Il s'est mis une cravate, il est propre, il a un beau saut, il est donc beau. Il le trouve beau. Hein? » Alors, la femme, elle, c'est important pour la femme que son homme, que son mari, que son ami soit beau. Nous autres, les hommes, on veut toujours que nos femmes soient belles. Mais on ne réalise pas que la femme aussi veut que son mari soit beau. Donc, l'appétit sexuel chez les êtres, il n'est pas rendu à son plein éclat parce que les êtres ne sont pas suffisamment conscients de leur personnalité, ne sont pas suffisamment conscients des lois d'impression de leur personnalité. Donc, si ils ne sont pas conscients de ces lois-là, automatiquement, l'appétit diminue. L'appétit diminue. Un gars qui arrive de travailler le soir à 5 heures, puis qui trouve sa femme en bigourdi gros de même, comme il est parti le matin, c'est évident qu'il va penser à sa secrétaire. Puis ça va des deux côtés. Mais s'il arrive à la maison le soir, puis sa femme a une belle petite robe, puis elle est cute, puis il fait son lunch, puis elle est cute. Elle est ce qui était quand ils se sont rencontrés. Quand on se rencontre, quand un homme rencontre une femme, puis une femme rencontre un homme, on se met toujours sur notre 36. Si on n'a pas une paire de pantalons, laisse-moi dire qu'on y va chez Eaton, bon, ça va s'en acheter une vite. T'sais. En tout cas, c'était de même il y a 20 ans. Aujourd'hui, je ne sais plus comment c'est, là, c'est des choses. Hein? Mais on dirait qu'on s'habitue à notre mari, puis on s'habitue à notre femme, puis on s'habitue, puis on s'habitue. Puis éventuellement, quand tu t'habitues trop, ben tu perds. Tu perds ça. D'où vient que l'appétit, pour certains... Là, je veux finir ça, là, parce qu'il y a une petite affaire. L'appétit sexuel fait partie de la pulsation que crée dans l'homme l'énergie du double. Autrement dit, ta femme peut être bien belle aussi, puis ton mari peut être bien beau, puis tu peux ne pas en avoir d'appétit sexuel. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Il faut que l'homme sache que s'il n'y en a pas, il y a une raison pour ça. Il faut que lui le comprenne. Là, je vous dis quelque chose c'est bien beau parler, on va dire. Il y a des gens qui vont dire, oh, c'est bien beau parler, mais quand tu le vis, c'est pas facile. Moi, j'ai un couple qui est de séminaristes qui sont venus une journée. Dans le séminaire, le type, il venait juste de se marier, ça fait pas longtemps. Alors, ils ont eu des relations sexuelles, ça marchait, puis après ça a coupé. Fait que le bonhomme était bien énervé, la bonne femme était bien frustrée, puis je leur ai dit, attendez encore quelques mois, dans 6-7 mois, là, ça va se retasser. Ça, c'est parce que je savais là, que ça se retasserait dans leur cas. Bien là, que ça ne se retasse pas pour 2 ans puis 3 ans. Alors, il y a toujours des raisons. Tout revient à notre intelligence. Mais notre problème, c'est qu'on n'est pas dans notre intelligence. Donc, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la machine, on ne sait pas pourquoi. Donc, on ne sait pas quoi faire pour le changer. Donc, on subit cette condition-là, puis on peut la subir pendant des années de temps. Donc, on finit par une vie de couple qui est totalement abrutissante. Alors, vous savez, quand on parle de la sexualité, on ne peut pas parler de la sexualité, en tout cas, en ce qui me concerne, là, je ne peux pas parler de la sexualité simplement en fonction de la mémoire expérimentale de l'humanité passée. Quand je parle de sexualité, je suis obligé de parler de la sexualité en fonction de l'avenir. Et comme je parle à des êtres en fonction de l'évolution éventuelle de l'intelligence, à ce moment-là, je suis obligé d'établir l'évolution de la sexualité comme étant une évolution qui est progressivement parallèle avec l'évolution de l'intelligence. Autrement dit, il y a une partie de l'énergie sexuelle que l'on vit en tant qu'être inconscient qui est très, très conditionnée par notre corps astral. Et il y a une partie de l'énergie sexuelle qu'on vit quand on est inconscient qui est conditionnée par le double. Et quand on se conscientise, l'énergie sexuelle peut être totalement conditionnée par le double. C'est là que l'énergie sexuelle peut être ralentie, coupée ou diversifiée pour éventuellement retrouver son plein, mais dans un état de conscience différent. Si on en revient à l'appétit, si on en a l'appétit, vous nous dites on a l'appétit de toute façon, mais au menu, lorsqu'on a l'appétit, il y a des éléments qu'on préfère à d'autres.
Arcturus, d'autres. D'où vient le fait qu'on ait un menu qui peut être très varié sur la Terre? OK. Là, l'énergie sexuelle qui passe dans le corps de l'homme, elle est contrôlée par le double au niveau de la peau. Autrement dit, au niveau de la peau, il y a une certaine énergie électromagnétique et c'est cette énergie-là qui contrôle la sexualité. La sexualité, elle est toujours vécue, reconnue par la conscience de l'homme au niveau de la peau. Et éventuellement, elle rentre dans la peau. Alors, il y a des êtres, quand je parle de la peau, là, je ne veux pas dire seulement la peau sur le plan physique. Je veux dire de l'esthétique de la peau, de l'esthétique de la forme. Parce que l'esprit, que l'homme s'en soit conscient ou non, l'esprit voit à travers les yeux de l'homme. Les yeux de l'homme, c'est comme des fenêtres. Alors, l'esprit voit à travers les yeux de l'homme et ce qu'il voit lui convient ou non. Si l'homme, pour quelque raison que ce soit, fait interférence à ce que voit l'esprit et se sert simplement de sa mémoire ou des conditions extérieures, que ce soit, bon, je vous donne un exemple, là, parce que c'est tellement complexe la sexualité. On va prendre par exemple un mariage de convenance, des liaisons de convenance, ou un homme qui rencontre une femme, puis qui l'aime, puis qui dit je t'aime, puis après ça il ne l'aime plus, puis après ça, il ne veut pas dire je l'aime plus parce qu'il ne veut pas lui faire de peine, il faut qu'il continue avec elle, c'est ça la raison. Là. L'esprit, lui, qui voit à travers les yeux, communique son énergie au corps matériel. Donc, s'il n'y a pas de relation entre l'esprit et le corps matériel, il peut quelque part dans le temps y avoir une disconnexion au niveau de la sexualité parce que la mémoire, les formes, l'imagination ne sera plus suffisante. C'est pour ça que souvent, multiples personnes, surtout les hommes, vont aller à l'utilisation de méthodes pornographiques, visuelles, auditives pour activer leur sexualité. Parce qu'ils n'ont plus suffisamment l'imagination, sont obligés de s'en mettre encore plus d'imagination pour maintenir leur train de vie sexuel. Mais ça, c'est joué avec le temps. La sexualité normale. Quand je parle de sexualité normale, je veux dire de la sexualité qui est le produit de l'activité de l'énergie de l'esprit à travers le corps humain. Cette sexualité-là n'a pas besoin d'artifice. Elle est naturelle. As-tu déjà vu un chat avec des bas de nylon? Tu sais? Je ne veux pas dire que c'est pas beau des bas de nylon, c'est pas ça que je veux dire. Alors, la sexualité, elle est naturelle, mais elle devient très, très naturelle, c'est-à-dire très équilibrée au niveau électrostatique dans le corps humain, quand l'esprit est présent dans l'homme. S'il n'est pas présent, l'esprit dans l'homme, à cause de l'ego, à ce moment-là, l'homme vivra sexualité, mais selon les conditions de l'ego, en vertu de son imagination, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il vivra sa sexualité. Et si l'esprit, pour une raison ou une autre, veut retrancher la sexualité, moi je connais un couple aujourd'hui, un très beau couple. Très beau couple. Et dans ce couple-là, la sexualité commence à être retranchée. Et ce couple-là est très conscient de ce que je veux dire. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le couple, étant conscient de ceci, ne souffre pas du retranchement de la sexualité. Puis quand je dis que c'est un beau couple, c'est un beau couple. Tu sais, du monde de la télévision, du beau monde. Tu sais, il y en a du beau monde qui sont coupés avec 20 couteaux, là, bon, eux autres. Alors, il n'y a pas de raison que leur sexualité ne fonctionne pas. À ce moment-là, elle est retenue par le double, mais pour une raison. Soit pour le changement d'état émotionnel de la femme, pour le développement d'une sécurité plus profonde chez la femme, et c'est pour toutes sortes de raisons. Alors, c'est très important. Moi, si on me demandait, là, point blank, qu'est-ce que c'est la condition pour qu'un homme et une femme vivent bien une sexualité? C'est que quand ils se rencontrent, qu'ils étudient très bien leur corps et qu'ils comprennent très bien leur esprit. Je vais vous conter une histoire personnelle. Quand j'étais petit gars, j'étais à l'université aux États-Unis. Puis j'avais rencontré une petite fille, qui était fine, elle était belle, elle était cute, elle était bien intelligente, mais elle avait des gros genoux. Elle avait fait de la culture physique en Pologne, là, le Parti communiste. En tout cas, elle avait des genoux.
Ses genoux me fatiguaient. Elle avait un bel esprit, elle avait un beau corps, mais chaque fois que je la voyais, surtout quand elle enseignait, parce qu'elle enseignait à l'université, j'ai regardé les genoux, puis elle portait des petits jobs courts, elle avait des petits jobs courts dans ce temps-là. Puis je dis, en as-tu des maudits genoux? Mais sais-tu que c'est à cause des genoux que je ne l'ai pas mariée? Puis si je l'avais mariée à cause de ces genoux-là, j'aurais eu des tensions toute ma vie. Puis ça, on ne le réalise pas. On ne le réalise pas. Donc, on rencontre des femmes ou des hommes, puis il y a quelque chose de croche. Il y a quelque chose de croche. Peut-être pour toi, si l'œil se fout de l'autre, ça ne te dérange pas. Mais peut-être que pour un autre, l'œil se fout de l'autre, ça le dérange. Chaque cochon trouve sa vie, heureusement. T'sais? Mais il faut toujours voir le problème de notre relation avec un être humain en fonction de nous-mêmes, de nos besoins psychiques, de nos besoins vibratoires, de nos besoins esthétiques, de sensibilité. On a une sensibilité. Alors, quand les gens rencontrent des gens, d'abord, les gens, moi j'ai toujours dit que les hommes s'aiment trop vite. Je ne parle pas des hommes, là. Je parle des gens. Les gens s'aiment trop vite. Autrement dit, on devrait être intelligent avant d'être en amour. On est en amour avant d'être intelligent, fait qu'on paye le prix après. Un homme de 17, 18, 19, 20 ans, 21 ans, qu'est-ce qu'il connaît de la vie? Donc, on tombe en amour parce qu'on a une astralité. On veut sécuriser nos émotions. Alors, notre intelligence, elle vient plus tard. Puis après ça, mais plus tard, mais quand on devient intelligent, puis là, si la situation ne convient pas, on est obligé de changer notre condition parce que quand tu es intelligent, tu ne peux pas jouer de game. Quand tu n'es pas dans ton intelligence, tu peux jouer des games, tu peux souffrir de ta vie. Mais quand tu es intelligent, tu ne peux pas jouer de game. Ça va par là, puis ça va par là parce que tu le sais. Alors, le problème de l'homme, c'est que l'homme tombe en amour avant d'être intelligent. Moi, j'ai une petite fille, là, puis là, elle est petite, là, à 10 ans, puis elle est bien sensuelle, tu sais. Puis les bidonnes, puis tout ça, te parle de ça. Elle aime ça, tu sais. Bon, ça l'intéresse. Puis quand elle rencontre des petits chums, puis ils s'embrassent, papa. Puis je la regarde des fois, puis je la laisse faire. Je la laisse faire. Il se taponne, puis il se tapoche, puis tout ça. Ça fait partie de sa génitalité. Mais petit à petit, j'y fais comprendre que sa génitalité, c'est normal. Un jour, elle va la comprendre plus. Mais j'y fais toujours comprendre une chose. Si tu as un chum aujourd'hui, tu le perds, casse-toi-en, tu vas en avoir 10 demain. T'sais? Un de perdu, 10 de retrouvé. Puis ça, il comprend ça. Fait que quand elle revient de l'école, elle dit « Je n'ai perdu un, je n'ai trouvé un autre. » Je suis content. Fait qu'elle continue de même. Fait que rendu à 18, 19, 20 ans, 21 ans, elle va en trouver un autre, elle va le perdre, elle va en trouver un autre. Fait que là, elle va avoir le temps de rentrer dans son intelligence. Quand elle va être dans son intelligence, elle va avoir bien compris sa sexualité. Fait que là, sans s'en trouver un Mac quelque part dans le monde, bien, elle va fixer avec, puis elle va être bien. Mais elle va avoir compris la relation entre son esprit et le corps de ce jeune homme-là qu'elle rencontre là. Mais on n'a pas été éduqués. Alors, c'est inutile pour moi de le dire, tout le monde le sait. On a été très mal éduqués sexuellement, comme on a été très mal éduqués à tous les niveaux anyway. Fait que si on était mal éduqués à tous les niveaux, imagine-toi comment est-ce qu'on est au niveau de la cave. Pense-y pas. Il ne reste plus rien. La question du rapport sexuel, je ne vous demanderai pas si avant d'arriver aux genoux, il y avait d'autres attraits qui vous avaient amené des rapports sexuels, ou alors votre petite fille de 10 ans, si vous allez attendre qu'elle ait l'intelligence pour avoir un premier rapport sexuel, mais vous avez l'impression de nous les reculer comme dans le temps de notre éducation, qui laisse entendre que le rapport sexuel était le bout du bout, comme vous dites des fois. Alors, où situez-vous le rapport sexuel normal? Le rapport sexuel normal, il est là où les corps vibrent. Il est là, le rapport sexuel normal. Seulement, si on n'est pas éduqué à le bien vivre, ce rapport sexuel-là, on peut en vivre des conséquences. Ça fait partie de l'éducation. Si ma petite fille a 18 ans, elle veut se taper un soir quelque part, bien à ce moment-là, faut que j'y ai expliqué que c'est qui se passe si elle a un rapport sexuel ou des conséquences de ça. Il faut qu'elle se protège, la petite fille. Alors, le rapport sexuel, c'est pas dans le rapport sexuel, le problème, c'est l'inconséquent. Nous autres, on a mis toute l'emphase sur les rapports sexuels, puis on a oublié les conséquences. Ou on a mis bien l'emphase sur les conséquences, puis on n'a pas réalisé l'importance du rapport sexuel. Un va avec l'autre. Tu ne peux pas prendre 2 enfants de 18 ans, des blonds et les yeux bleus d'un tas de foin, puis t'imaginer qu'ils vont entendre des extraterrestres. Hein?
Ce que je veux dire, c'est que pendant qu'ils sont dans le tas de foin, ils ont à vivre leur génitalité, mais ça dépend toujours de leur psychologie. Et la psychologie de l'enfant dépend de l'éducation des parents, et l'éducation des parents dépend de la conscience des parents, et ainsi de suite. C'est pour ça que le problème de sexualité, là, j'en parle à vive-voix ce soir, je commence parce que je peux en parler pendant des semaines de ça, c'est extraordinaire. On ne peut pas parler. Savez-vous qu'est-ce que c'est les gens qui parlent de sexualité à la télévision, puis dans la radio, puis tout ça? On ne peut pas parler de sexualité à court terme. C'est trop complexe, la sexualité. Il faut en parler, puis 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 en parler, jusqu'à temps là, qu'on ait tellement parlé que, évidemment, éventuellement, on commence à avoir un portrait. Il faut en parler, mais il ne faut pas avoir peur d'en parler. Si on a peur d'en parler, c'est pas bon. Il ne faut pas être catégorique non plus quand on en parle. Il ne faut pas être catégorique. Moi, je parle de la sexualité vis-à-vis d'après mon intelligence, mais les gens ont leur propre intelligence, ils ont leur propre expérience. Il n'y a pas personne pareil. La sexualité pour un infirme avec un infirme, c'est pas comme la sexualité avec une personne qui est normale, mais elle peut être aussi belle, puis aussi intéressante, puis aussi intelligente que chez une personne normale. Donc, il faut en parler de la sexualité. Et il vient un point où la sexualité, au niveau, en ce qui concerne son dénominateur commun, là, quand on rentre dans le problème de la sexualité au niveau psychologique, il faut en parler avec le couple, avec l'individu. Il y a un point, là, tu ne peux plus en parler universellement. Il y a un point, il faut que tu en parles avec le couple. Mais ça prend des écoles. Il devrait y avoir des écoles dans le monde, dans la province de Québec, où on se spécialise simplement dans le problème de la sexualité. Des écoles, rien que de ça, qui n'enseignent pas d'autre chose que la sexualité. Et laissez-moi vous dire qu'il y aura du travail pour tout le monde. Mais ça prend des gens compétents. Je suis en train présentement de former une personne à ce que les gens appellent la sexologie. Elle est à Trois-Rivières. Puis éventuellement, quand je vais avoir le temps, je vais donner du matériel sur la sexualité. Mais au moins là, elle a son intelligence pour comprendre la vibration de l'intelligence vis-à-vis le problème ou la problématique de la sexualité, pour qu'elle puisse l'appliquer, son intelligence, à chaque cas qui viennent à elle. Tu ne peux pas généraliser la sexualité. C'est impossible. C'est impossible. Il existe déjà des écoles de cuisine. Comment se fait-il que pour la sexualité, ce soit si compliqué, ou ce l'est peut-être autant que la cuisine? Parce que, d'abord, pour être très bon enseignant, si vous voulez, pour bien parler de la sexualité, il faut bien la comprendre. Et je ne veux pas dire la bien comprendre au niveau expérientiel. Je veux dire la bien comprendre au niveau mental, au niveau de l'intelligence. Ensuite, automatiquement, il se forme une synthèse entre le mental et l'expérience. Mais si on ne la comprend pas au niveau de l'intelligence, par notre esprit, automatiquement, on est obligé de la vivre expérimentalement et automatiquement, on en souffre parce qu'on va faire des mouvements dans la vie au niveau de notre sexualité qui font partie de notre évolution, qui font partie de notre conscience expérimentale et on peut en souffrir au lieu de la vivre, notre sexualité, avec autant d'intelligence qu'on vit de notre mental ou qu'on vit de notre émotion. C'est la même énergie, anyway. Alors, quelle est l'utilisation normale et sans mauvaise conséquence de la sexualité? Il n'y en a pas d'utilisation normale ou sans mauvaise conséquence de la sexualité. Ça, c'est une forme. La sexualité, c'est vital. Elle devrait être vécue vitalement. Autrement dit, elle devrait être vécue en dehors de la subjectivité de l'ego. Si elle est vécue en dehors de la subjectivité de l'ego, elle est ce que vous appelez normale et sans conséquence. Mais si elle n'est pas vécue en dehors de la subjectivité de l'ego, elle sera colorée par l'ego et automatiquement, il y aura des tabous, il y aura toutes sortes de conventions qui font partie de la mémoire de l'humanité. Donc, la sexualité deviendra un problème psychologique si ça s'adonne qu'elle n'est pas suffisamment canalisée en tant qu'énergie. Est-ce que la morale est justement la relation qu'on peut faire avec la sexualité normale, c'est-à-dire en dehors de l'ego? Ce serait ça la morale? Non. Non. La morale fait partie de l'ajustement psychologique de la sexualité vis-à-vis des mœurs sociaux qui cherchent à engendrer dans une masse collective quelconque une certaine droiture pour que la sexualité sur le plan social, sur le plan culturel collectif, soit palatable, soit saine, psychologiquement saine.
Il y a des gens qui vivent leur sexualité, autrement dit, pour expliquer ce que je veux dire, là, il y a des gens qui vivent leur sexualité dans leur intimité, et cette sexualité-là, si elle était affichée dans le public, serait considérée comme amorale. Mais dans leur intimité, cette sexualité-là, elle est très vitale, elle est très créative. Donc, ces gens-là ne sont pas intéressés à la moralité dans leur sexualité. Si tu commences à mettre de la moralité dans ta sexualité, c'est comme mettre du vin dans ton eau. Tu perds la puissance de ton vin. Parce qu'automatiquement, subjectivement, tu vas colorer tes émotions vis-à-vis de la sexualité. Tu vas engendrer dans ton expérience sexuelle des pensées. Tu vas penser dans ta sexualité. Et si tu penses dans ta sexualité, tu fais deux mouvements à la fois. Tu fais un mouvement du mental inférieur et tu fais un mouvement du plan sexuel. Et c'est pas normal. L'énergie est supposée d'être là. Elle n'est pas supposée être là, puis là en même temps, elle est supposée d'être là. Elle doit descendre, cette énergie-là, et s'éteindre. Pour les gens qui n'écoutent que par la cassette, là, quand vous disiez d'être là et d'être là, c'est-à-dire d'être en haut ou d'être en bas, mais c'est-à-dire de passer de haut en bas. C'est ça. Il faut que ça passe. Maintenant, si on parlait des désordres sexuels ou des perversions sexuelles. Les perversions sexuelles sont le produit du débalancement du corps astral de l'homme. Le corps astral, vous connaissez ça, un gyroscope. Un gyroscope, c'est très, très, très délicat. Ça fonctionne sur un axe. Alors, le corps astral, c'est la même chose. Il y a des hommes qui ont un corps astral totalement débalancé. Et ce débalancement-là crée des désordres psychiques de n'importe quel ordre. Mais dans le cas de la perversion sexuelle, c'est un débalancement du corps astral, c'est une suractivité de l'imagination. Et l'imagination, ça vient d'où? Ça vient du plan astral. Donc, c'est lié à la mémoire, c'est lié aux fantasmes, aux fantômes, c'est lié à des communications, c'est lié à une imagerie. Donc, la sexualité est totalement colorée et ces gens-là, éventuellement, vivent une possession sexuelle. Il y a chez beaucoup d'hommes une possession. On parle de la possession sur le plan mental, il y a de la possession sur le plan sexuel. Le viol, c'est l'extrême pérégrination de ce mouvement-là. Le viol, c'est la possession d'un être humain par une entité dans l'astral contre un être humain sur le plan matériel. Le viol, c'est totalement astral. C'est tellement fort. Vous avez d'autres perversions comme ça, le type qui est kleptomane. Il s'en va chez Eaton, puis il faut qu'il prenne quelque chose sur le comptoir, il n'est pas capable. C'est plus fort que lui, puis il se soigne dans sa poche. C'est encore la puissance effective de l'astral sur l'homme. Et ça peut déranger des vies énormément. Est-ce que l'homosexualité serait considérée comme une perversion? L'homosexualité peut devenir perverse. Parce que l'homosexuel, c'est un être qui est très sensible. Mais l'homosexualité, dans son état pur, n'est pas perverse. L'homosexualité, c'est l'expérience à travers de l'ego, de l'esprit. L'homosexualité relève d'un remaniement de l'énergie astrale par l'esprit sans le contrôle de l'ego. Donc, automatiquement, ça fait souffrir l'ego s'il ne la comprend pas. La perversion, elle existe autant dans le monde hétérosexuel qu'elle existe dans le monde homosexuel. Mais il y a beaucoup plus de chances que l'homosexuel vive la perversion parce que déjà l'homosexuel est beaucoup plus sensible astralement que l'homme hétérosexuel normal, à cause de la proximité d'influence de son double sur son corps astral, et aussi souvent à cause des ramifications de la mémoire karmique de l'individu. Voulez-vous dire que quelqu'un qui a beaucoup d'imagination a beaucoup plus de chances de devenir pervers? Je dis que quelqu'un qui a beaucoup d'imagination peut pervertir sa vie à un certain niveau d'action si son imagination n'est pas balancée. Voulez-vous dire que l'homosexuel, comme son double, est plus près de l'astral que l'hétérosexuel, se trouve à être plus proche d'une fusion avec son double? L'homosexuel souffre plus de son double que l'hétérosexuel. Parce qu'il est plus près de l'énergie du double, mais il n'est pas capable de la comprendre. Donc, il n'est pas capable de la vivre à travers son corps astral comme l'être hétérosexuel normal.
C'est comme si la présence, d'ailleurs la sensibilité, c'est ça, la grande sensibilité de l'homosexuel, c'est la présence, cette présence vibratoire en lui qu'il ne peut pas contrôler, il peut rien faire, ça fait partie de lui. Donc, pour lui, c'est très difficile de contrôler cette énergie-là. Et c'est pourquoi c'est très important pour l'être homosexuel de développer une psychologie de l'homosexualité. Il n'y a pas de psychologie de l'homosexualité. Il y a des méthodes, il y a des théories homosexuelles ou sur la psychologie de l'homosexuel. Mais il n'y a pas de science de la psychologie de l'homosexualité. L'homosexuel a besoin de comprendre parfaitement son intelligence pour bien comprendre son état astral, pour bien fonctionner dans la matière et ne pas vivre des rejets émotifs à travers son imagination qui n'est pas supportée par une humanité ambiante qui pourrait lui dire « Bon, mais ça, ce que tu fais, c'est normal » ou « Ça, ce que tu fais, c'est anormal ». Il n'y a pas de point de référence. Donc, il est obligé de subir individuellement, intérieurement, solitairement, la puissance vibratoire de son double à travers son corps astral et automatiquement, il devient un être tant qu'il n'est pas arrivé à soit accepté, si vous voulez, mais même ça, c'est passé. Mais il devient un être qui n'est pas heureux. Il n'est pas parfaitement heureux dans sa peau. Le transsexué, Le transsexué, c'est une autre situation. La transsexualité, c'est du karma. Autrement dit, l'homme, à cause de la mémoire de l'âme, quand il vit une vie, comme dans le passé, par exemple, où les hommes étaient extrêmement barbares, où les hommes ont commis des délits sexuels écœurants dans le monde, les Huns, à tous les niveaux. Alors, il y a eu des délits sexuels tellement grands dans le passé. Ces délits sexuels-là marquent les mémoires de l'âme, dont marquent éventuellement l'ego quand il incarne. Alors, les transsexuels vivent le karma de leur sexualité dans le passé et souvent, ils sont obligés de le vivre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque dans la transfixion de leur sexualité dans le corps matériel. Ça, c'est karmique. Mais s'ils comprennent leur état, s'ils entrent dans l'intelligence de leur sexualité, ils pourront éventuellement se libérer du traumatisme psychologique vis-à-vis leur matière et réaliser que leur matière n'est simplement qu'un sport expérimental pour l'éventuelle destruction de cette mémoire d'âme-là et qui éventuellement leur donnera la paix d'esprit, c'est-à-dire qu'ils ne souffriront plus de leur transsexualité. pouvez-vous nous donner concrètement une raison d'expérience du passé Vous donnez qui aurait amené la personne à vivre une transsexualité ici? une personne dans le passé, par exemple, qui serait rentrée, qui aurait été, je ne sais pas, un soldat, par exemple, qui serait rentré dans un village et qui aurait coupé, par exemple, le pénis d'un enfant, automatiquement, pour le plaisir de la chose, avec un sabre, ainsi de suite, automatiquement vivrait cette mémoire-là. Les eunuques en Chine. Alors, n'oubliez pas, on vit au 20e siècle, on vit dans une société qui est suffisamment civilisée. Il y a des choses aujourd'hui qui ne se font plus, presque. Mais retourner 100 ans en arrière, 300 ans, 400 ans, 500 ans, ce qui se passait au Moyen Âge, ce qui se passait dans les invasions entre les nations, c'était extraordinaire. Regardez le phénomène des Indiens, les Incas, les Aztèques, déchirer le cœur, le mettre sur une table, tu sais, toute la patente. C'est inouï. Alors l'homme, aujourd'hui, vit ça. Et on le revit au niveau incarnationnel, et automatiquement, si on ne le comprend pas, c'est évident qu'on en souffre psychologiquement d'une façon très profonde. Mais il y a toujours plus de lumière qui vient vers l'homme pour lui faire comprendre son expérience, pour qu'il en souffre de moins en moins et qu'il en arrive éventuellement à ne plus subir psychologiquement son expérience, simplement la vivre d'une façon neutre. La prostitution, ceux qui se donnent à la prostitution comme un métier tout à fait naturel. La prostitution, c'est très compliqué. La prostitution relève de plusieurs facteurs. D'abord, elle relève le plus grand facteur dont elle relève, c'est un facteur économique. La prostitution, elle est rampante où il y a de la pauvreté.
Il y a évidemment de la prostitution de grand luxe, ainsi de suite, mais je parle de la prostitution en général, elle relève d'un grand facteur de pauvreté. Il y a des femmes qui ont des bons corps, qui ont une certaine liberté psychologique, qui ont été entraînées souvent dans leur expérience et qui sont suffisamment libres psychologiquement pour aller vers cette expérience-là. Mais elles en souffrent parce qu'elles ne la comprennent pas. Il y a des femmes qui vivent la prostitution, qui en souffrent toute leur vie. Il y a des femmes qui vivent la prostitution pendant 10 ans parce qu'ils veulent se faire un magot pour se retirer. Il y a des femmes, chaque femme qui vit la prostitution a ses raisons personnelles. Et souvent, ce sont des raisons très intelligentes. Et ce qui est remarquable chez les prostituées, je parle encore généralement, c'est ces femmes ont beaucoup de psychologie. Beaucoup de psychologie. C'est smart, une prostituée. C'est vite. Et c'est justement cet outil-là qui leur permet de faire leur métier. Mais on ne peut pas prendre en jugement les hommes. On doit soit donner de l'instruction aux hommes, on doit soit éduquer les hommes ou enseigner les hommes ou changer les conditions sociales qui font que les hommes, à cause de leur insécurité, de leur immaturité, de leur manque de centricité, sont amenés par des forces qui sont plus grandes qu'elles. Alors, on ne peut pas juger la prostituée. La prostituée, moi j'ai rencontré une prostituée à Montréal, dans le bas de la ville, c'est la rue de la Montagne. C'est une femme qui était très sensible. C'est une femme qui même allait en astral. Elle était très, très sensible, mais elle faisait ça parce que ça lui donnait de l'argent suffisamment rapidement pour vivre sa vie comme elle voulait. Autrement dit, l'être humain a le droit de choisir la vie qu'il veut. Donc, ce n'est pas à l'être humain de juger l'être humain. Ça devient l'être humain peut être mis en jugement dans une situation de tribunal lorsqu'il va contre le bien de la société, lorsqu'il va contre le bien de l'homme. Mais je sais très bien que les prostituées font beaucoup pour rééquilibrer dans le monde l'énergie sexuelle qui n'est pas vécue par certains hommes à cause de toutes sortes de raisons. Soit qu'ils sont très laids, ou qu'ils sont infirmes, ou qu'ils veulent s'amuser simplement au niveau de leur imagination. Alors, ces femmes-là se prêtent à leur désir, donc balancent leur vibration, donc empêchent que ces hommes-là vivent éventuellement peut-être une possession sexuelle qui les amènerait à un viol et qui les amènerait à détruire un corps physique. Où situer la pornographie? La pornographie, c'est l'excès de sensibilité en relation avec un excès d'imagination chez des gens qui souffrent énormément de leur insécurité. Tous les gens qui sont pornographiques sont des gens qui souffrent d'une grande insécurité psychologique et qui cherchent à retrouver dans l'image un support temporaire qui leur permet solitairement d'exécuter leur fantasme ou leur expérience sexuelle qu'ils ne peuvent pas faire naturellement ou normalement ou selon les voies que l'on préconise dans le social. Ce sont des gens qui ont une grande insécurité. Il y a une grande insécurité de fond là, chez le pornographe. Seriez-vous d'accord que ce soit légalisé, comme la prostitution? Ça, c'est très intéressant, cette question-là. Ça, c'est très intéressant, cette question-là. On ne peut pas légaliser. Ça, c'est bien intéressant, cette question-là. On ne peut pas. Bon, là, je vais vous parler comme des volets, parce que je ne peux pas le dire tout d'un coup. Faut que je... D'abord, on ne peut pas légaliser des choses ou des actions qui ne sont pas convenables, c'est-à-dire qui ne sont pas esthétiquement reconnaissables par le collectif social. Autrement dit, si la sensibilité d'une nation est touchée par une action quelconque qui ternit leur sensibilité pour des raisons de profit, d'argent, parce qu'il y a que de la grosse finance là-dedans, de la grosse argent, à ce moment-là, on met le bien social ou le bien-être social ou l'esthétique sociale ou la convenance sociale sous le joug de l'empire de certaines personnes. Et ça, je ne suis pas en faveur de ça. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que c'est très important que les politiciens, les gens qui sont dans la politique, qui sont derrière les lois, que ces gens-là soient très, très sensibles à la grande masse
qui, en général, est très sensible. Si vous passiez, là, si vous passiez dans une masse québécoise, par exemple, là, et que vous demanderiez à tout le monde, pas seulement les petits jeunes à la rue Sainte-Catherine à 2 heures du matin, mais si vous demanderiez aux petits jeunes à la rue Sainte-Catherine du matin, mais aux sœurs, puis aux prêtres, puis aux mères de famille, puis aux gens, si vous aviez réellement là,